Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui emprunte un mécanisme que j'aime bien, celui de placement de dés. Mais on va ajouter une petite twist intéressante, celle d'un draft, une sélection des dés qu'on va récupérer et qu'on va par la suite positionner dans différents emplacements pour activer ceux-ci. Eh bien, j'ai déjà dans cette famille de jeux des boîtes comme Marco Polo, Lorenzo il Magnifico, Grand Austria Hotel. Et c'est grâce à Asmodee Canada si aujourd'hui je peux vous présenter le petit dernier de cette grande famille italienne. Il s'agit de Coimbra. Alors sans plus attendre, nous allons regarder ensemble les règles de ce jeu. Mais si mon avis personnel, ma critique vous intéresse, vous pouvez rester avec moi jusqu'à la fin. Les dernières minutes de cette vidéo seront consacrées à mon avis. Alors, on regarde ça. Alors, nous avons juste ici une espèce d'aperçu de vue d'ensemble de Coimbra. Alors, présentement, on a le plateau de jeu ainsi que les éléments pour une partie à 3 joueurs, sauf pour ce qui est des plateaux individuels. J'en ai seulement mis un en place présentement. Alors, premier constat, c'est un jeu qui prend de la place sur une table. Je vous épargne pratiquement tous les détails concernant la mise en place. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que juste avant de commencer la partie, nous aurons en fait une petite préparation individuelle pour chaque joueur à effectuer, selon l'ordre inverse de tour de jeu. Alors dans ce cas-ci, en commençant par le joueur bleu, tout le monde va pouvoir choisir une action parmi les deux suivantes. Il peut décider de récupérer 2 cartes parmi les duos qui sont disponibles. Alors dans une partie à 3 joueurs, nous avons 3 duos disponibles et en appliquer les effets immédiatement au début de la partie. Ou bien il peut décider de placer son pèlerin immédiatement dans l'un des 4 emplacements disponibles. Alors pourquoi il déciderait de sélectionner un emplacement de départ plutôt que de récupérer des cartes qui vont lui donner des pouvoirs très puissants au début de la partie? Eh bien, c'est que ces routes sont à sens unique et il est possible que des monastères soient très intéressants, les petits bâtiments qu'on voit juste ici, dans une section du plateau bien précise. Alors si les bâtiments qui sont ici sont très intéressants, peut-être que je vais vouloir m'y placer dès le début de la partie pour pouvoir être le premier à pouvoir en bénéficier, parce que c'est évidemment possible de se rendre à l'autre bout de la carte, mais ça va nous prendre beaucoup de détours. Alors, aussitôt qu'un joueur a choisi l'une de ces 2 actions, c'est au suivant d'effectuer son choix. Il pourrait par exemple, le joueur jaune récupérer les 2 cartes, appliquer les effets, le joueur rouge pourrait alors décider de se placer là, et après ça, on refait un deuxième tour où chacun va effectuer l'action restante. Puisqu'on parle de ces fameuses cartes, alors celles-ci, au début de la partie, vont donner des avantages de départ aux joueurs qui les récupèrent. Alors, sur les cartes de départ, nous avons un peu moins d'informations que sur les cartes que nous allons rencontrer en cours de partie. Il y a donc présentement 3 informations pertinentes. La première, dès qu'un joueur récupère ces 2 cartes, c'est qu'il va avancer son jeton sur les pistes correspondantes, dans ce cas-ci la piste des marchands et la piste du clergé, de ce nombre d'emplacements inscrits juste ici. Alors, le joueur bleu commencerait avec un avancement de 2 dans la piste des marchands et de 1 dans la piste du clergé. Alors, tous les joueurs feraient ça et immédiatement, ils auront accès au pouvoir juste en bas de ces cartes. Alors, la deuxième information qu'il est pertinent de mentionner, c'est que nous avons juste ici, dans ce petit cercle, le moment où l'habilité va se déclencher. Alors, dans le cas d'un éclair, c'est tout de suite lorsqu'on la récupère, c'est peut-être même le cas en début de partie. Dans ce cas-ci, nous allons récupérer 4 pièces d'or que nous allons marquer sur notre petit plateau individuel. Dans ce cas-ci, la lettre C nous indique tout simplement lors de la phase C. Alors, on va revenir aux phases un peu plus tard, mais par exemple, ici, c'est un pouvoir qui va être actif à chaque fois que je vais récupérer une carte grise en cours de partie. Une fois que je l'aurai récupérée, je vais pouvoir aller récupérer aussi, en plus de ça, les avantages qui sont illustrés juste ici. Alors ça, ce sont les cartes qu'il est disponible de récupérer en début de partie. Il en existe 2 autres types avec des symboles différents juste ici et un peu plus d'informations. Alors ça, c'est le genre de carte qu'on va récupérer en cours de partie.
On récapitule, donc ici nous avons toujours la piste correspondante sur notre plateau, ainsi que le nombre d'avancements que nous avons. Nouvelle information dans le coin juste ici, nous avons le coût. En fait, c'est plutôt la devise. Pour récupérer cette carte-ci, nous allons devoir payer en utilisant notre force militaire, nos gardes. Alors que pour récupérer celle-là, nous allons devoir payer un coût donné en utilisant nos pièces d'or. Petite information supplémentaire également, il est possible de récupérer des cartes ayant des sceaux comme ceci. Alors, ça va nous donner tout simplement des occasions de faire des points en fin de partie selon les lots de sauts différents que nous aurons récupérés. Et finalement, les deux dernières catégories de cartes. Il existe des cartes qui vont se déclencher en fin de partie, le petit point d'exclamation juste ici, selon l'emplacement où on se situe dans la piste correspondante. Dans ce cas-ci, ici, on se situe entre le 7e et le 9e échelon sur la piste grise. Nous allons marquer à la fin de la partie 5 points. Et cette carte-ci qui va se déclencher, vous l'aurez deviné, à la phase E. Dans ce cas-ci, par exemple, selon le nombre de dés violets que nous aurions récupéré, nous pourrions avoir un mouvement sur la carte. Alors voilà pour les cartes, grosso modo, qu'il est possible de récupérer. On parlait de notre plateau individuel, le voici d'un peu plus près. On remarque plusieurs informations pertinentes. La première, les deux pistes que nous retrouvons juste ici. La piste du haut nous informe de combien de pouvoirs militaires, à combien de pouvoirs militaires nous avons accès pendant la partie, entre autres pour aller récupérer les cartes dont le coût nous demandera de payer. À ce moment, nous allons reculer et soustraire les points nécessaires. Et la piste du bas, vous l'aurez deviné, ce sont les pièces d'or. Alors, dans le cas d'une carte qui nous permettrait d'en récupérer, nous pourrions avancer d'un nombre correspondant ou reculer si on vient d'acquérir une carte. Nous avons également certains rappels concernant les différentes phases de jeu, la phase A, la phase B, la phase C. La phase C qui est en fait un emplacement et un rappel également. On voit les petits encadrés ici pour nous dire que nous allons pouvoir insérer toutes les cartes avec un déclenchement lors de la phase C sous cette section de notre plateau pour les activer lorsque le moment sera venu. Même chose juste ici, nous avons la phase D et la phase E avec également un bon espace pour insérer des cartes juste en dessous. Le petit rappel pour les points de fin de partie juste après la phase F. Nous avons ici un emplacement pour les cartes qui vont se déclencher en fin de partie. Et finalement, juste ici sur le côté, c'est là que nous allons insérer toutes les cartes avec une petite éclair qui auront été déclenchées lorsqu'on aura récupéré la carte. Et c'est tout. On remarque finalement les petits socles juste ici en plastique qui vont nous servir pour aller récupérer les dés dans quelques instants. Maintenant que nous avons fait un petit survol des différents éléments qu'on peut retrouver sur la carte, sur notre plateau individuel, il est temps d'explorer les différentes phases de jeu. La phase A est celle où le premier joueur, celui qui est placé le plus haut sur la piste juste ici, dans ce cas-ci ce serait le joueur rouge, va récupérer tous les dés. À noter que selon le nombre de joueurs autour de la table, nous avons un certain nombre de dés à enlever tout simplement de ce lot. Va les brasser et ce sera alors la piscine de dés dans laquelle il sera possible d'aller pêcher tout simplement. La phase B est celle où les joueurs vont maintenant sélectionner les dés qui les intéressent selon l'ordre de jeu encore une fois. Donc ce serait le joueur rouge de jouer tout d'abord. Il va prendre l'un de ses socles sur son plateau individuel, va sélectionner un dé parmi ceux-ci. Il y aura alors deux choses qui vont être importantes de prendre en considération: la valeur du dé ainsi que éventuellement sa couleur. Mais on y reviendra un peu plus tard. Alors il pourrait très bien décider de prendre le 6 vert juste ici, de l'insérer dans son socle et d'aller positionner son dé dans l'un des différents emplacements du plateau juste ici, le château, la haute ville, le centre-ville et la basse ville. Alors lorsqu'on place un dé dans l'un des emplacements, on remarque que dans une partie à 3 joueurs, nous avons déjà des jetons dés qui sont là pour nous mettre un peu de pression
Pour ce qui est du plateau, de l'emplacement du château, on doit placer les dés de valeur croissante. Alors, dans ce cas-ci, notre 6 irait tout simplement complètement à la droite, juste ici. Et en fait, ça va nous indiquer l'ordre de résolution des actions pour ce qui est du château. Alors, pour ce qui est des 3 autres emplacements juste ici, c'est l'inverse. On va placer nos dés en ordre décroissant. Alors, ce sera les dés de plus grande valeur qui seront résolus tout d'abord. Alors, on viendrait placer notre 6 juste ici puisque la valeur est supérieure au 3. Maintenant, ce serait au tour du joueur jaune de récupérer un dé. Il pourrait, par exemple, récupérer le 3 violet juste ici et aller le placer maintenant sur un emplacement. Pas de problème, il peut aller dans un emplacement où il y a déjà quelqu'un, pourrait venir le placer juste ici. Alors encore une fois, à droite, même s'il s'agit d'un jeton, puisque sa valeur est plus petite. On procéderait alors avec le joueur bleu qui pourrait récupérer le dé de valeur 6 juste ici. Il est possible d'aller placer l'un de ces dés à un endroit où un joueur a placé un dé de même valeur. Dans ce cas-ci, eh bien, on suit tout simplement la règle. Tout ce qui est plus petit ou égal à la valeur qui est là doit se placer juste à droite. Alors, je me placerai immédiatement à la droite du joueur qui est là et on va continuer de faire ça jusqu'à ce que tout le monde ait placé ses 3 dés sur le plateau et là, il va se ramasser des dés un peu partout. Et là, bref, je saute les détails, mais on passe à la prochaine phase. La phase C est celle où les joueurs vont maintenant aller récupérer les dés qu'ils ont placés, les retirer du plateau et lorsqu'ils les retirent, ils vont effectuer l'action qui est correspondante à ce lieu. C'est également à ce moment-ci que certaines cartes pourraient s'activer selon le cas échéant. Alors, pour ce qui est du château, la résolution se fait en ordre croissant. Donc, au château, on veut agir de façon humble. Alors, pas besoin d'aller là et de se vanter à tout le monde. En fait, ça n'impressionne pas le roi. C'est pourquoi on commence avec les dés de plus petite valeur. Alors, dans ce cas-ci, le joueur jaune va récupérer son dé et va tout simplement récupérer n'importe quelle tuile de son choix juste ici. Alors, chacune de ces tuiles va toujours revenir à cet emplacement au début de chaque tour, mais vont toujours en fait offrir les mêmes avantages aussi. Dans ce cas-ci, il est possible de récupérer soit immédiatement 7 pièces d'or ou 7 forces militaires, 2 points et 3 mouvements sur la carte. En plus, on récupère une couronne. Les couronnes sont très importantes pour déterminer l'ordre de tour pour les tours subséquents. Ici, on peut récupérer des points et un petit modificateur qu'il serait possible d'aller apposer à l'un de ces dés ailleurs sur le plateau pour modifier sa valeur. Et donc, bon, je ne regarderai pas tous avec vous, mais il y a différents avantages à les récupérer. Dans tous les lieux, si l'action qui s'y trouve ne vous intéresse pas ou que vous ne pouvez pas l'accomplir, il y a ici une action de compensation tout simplement. Alors, il serait possible de récupérer 2 pièces d'or et 2 forces militaires sur votre plateau individuel. Alors, aussitôt qu'un joueur a terminé son action et a récupéré sa tuile, ce serait au joueur suivant. Le joueur bleu pourrait récupérer celle-ci et par la suite, on passe encore une fois au tour du joueur bleu qui pourrait récupérer cela. Et maintenant, c'est terminé. On passe au prochain lieu. Les 3 prochains lieux fonctionnent de la même façon. Alors, c'est très simple. On résout les dés en ordre décroissant. Alors, celui qui a qui a placé le dé de plus haute valeur a le premier choix pour ce qui est des cartes dans la rangée correspondante. Alors, dans ce cas-ci, le joueur rouge pourrait consulter les 4 cartes juste ici, regarder ce qui serait le plus intéressant pour lui et sélectionner la carte de son choix. Évidemment, il y a toujours la possibilité de faire l'action de compensation. C'est là qu'on doit garder un œil sur la devise qui est demandée. Alors, pour récupérer cette carte-ci, ce sera de la force militaire qui sera nécessaire, alors que pour celle-là, ce sera des pièces d'or. Il pourrait décider, par exemple, de récupérer la carte
violette juste ici, pas de problème. Alors, premièrement, on doit vérifier s'il peut la payer. Comment on fait pour déterminer le coût? Eh bien, c'est la valeur du dé et selon la devise qui est demandée. Alors, dans ce cas-ci, 6 force militaire. Alors, avant de la récupérer, allons voir si ce serait possible. Bon, ici on a le plateau du joueur bleu, mais on pourrait alors soustraire 6 unités de force militaire, et voilà, il pourrait récupérer la carte. Certaines cartes ont des petits jetons avec des couronnes. Ça s'ajoute à celle qu'il a déjà récupérées selon son ordre de tour et peut-être les différentes tuiles qu'il a récupérées précédemment. Pour le prochain tour, le joueur va immédiatement avancer sur la piste correspondante, le clergé 3 emplacements, et on consulte le pouvoir. Dans ce cas-ci, immédiatement, il peut effectuer 3 déplacements sur la carte. Alors, une fois que celle-ci est récupérée, on la place sur le plateau individuel. C'est maintenant au prochain joueur de récupérer une carte. Alors, encore une fois, le coût est déterminé par la valeur du dé. C'est pourquoi il serait peut-être avantageux parfois de placer un dé de petite valeur, mais il est possible qu'il ne vous reste plus beaucoup de choix. Lorsque vient le temps d'activer un dé neutre, à ce moment, eh bien, le dé neutre va tout simplement récupérer la carte de plus grande valeur pour ce qui est des pistes d'avancement. Dans ce cas-ci, on a 2 cartes qui vont nous permettre d'avancer de 3. Alors, dans le cas d'une égalité, nous allons enlever, retirer la carte qui est la plus à gauche. Alors, on retire cette carte-ci et nous allons retourner le jeton. Ce serait dans ce cas-ci au joueur jaune de procéder. Il lui reste 2 cartes, mais il a l'avantage que ça ne lui coûtera pas beaucoup pour les récupérer. Et par la suite, une fois qu'un lieu a été complètement activé, on passe au prochain selon les mêmes règles que je viens d'expliquer. La phase D se fait très rapidement. Il s'agit de déterminer le nouvel ordre de tour. Alors, tout le monde va consulter les couronnes qu'il a en sa possession, soit sur les tuiles de château comme celle-ci, ou les tuiles qui étaient positionnées sur certaines cartes qu'ils ont récupérées. À cela va s'ajouter les couronnes correspondantes à leur emplacement actuel. Nous allons ensuite réorganiser l'ordre de tour. Dans le cas d'une égalité, les 2 places seraient tout simplement inversées. Pour ce qui est de la phase E, c'est maintenant que nous allons retirer les dés que nous avons récupérés de leur socle et consulter les couleurs que nous avons récupérées. Mais juste avant, c'est également le moment d'activer nos phases E pour ce qui est des cartes qu'on a récupérées. Dans ce cas-ci, si l'effet s'applique, le nombre de dés gris que j'ai récupérés va me donner, pour chacun de mes dés, 2 points de force militaire. Alors dans ce cas-ci, j'en ai récupéré un et hop, c'est fait. Cette carte-ci va me permettre d'avancer sur n'importe quelle piste de mon choix. Alors j'avance mon jeton d'un emplacement et je pourrais avoir immédiatement un autre point de force militaire. Maintenant, allons jeter un coup d'œil à ces fameuses pistes. Alors une fois que nos cartes ont été activées, donc j'avais la possibilité d'avancer l'un de mes disques d'un emplacement sur l'une des pistes de mon choix, si j'avance de celui-ci de cette façon. Maintenant, on consulte les couleurs des dés récupérés et nous allons obtenir les revenus correspondant à ces différentes pistes selon notre emplacement sur celle-ci. Je m'explique. J'ai récupéré un dé gris. La valeur de ce dé n'a plus aucune importance. Je regarde où je me situe sur la piste grise, présentement, juste ici. Et nous avons une espèce de braguette juste ici qui va m'indiquer que si je me situe dans les emplacements 1, 2, 3, eh bien, comme revenu, je vais récupérer 3 unités militaires que je vais pouvoir venir ajouter sur mon plateau. Alors, c'est activé. Maintenant, pour ce qui est de mon dé orange, encore une fois, la valeur n'est pas importante. Je vais récupérer 3 pièces d'or. Alors, j'ajoute ça à mon plateau individuel. Mon dé blanc, juste ici, je peux l'appliquer à la piste de mon choix. Je pourrais réactiver une piste juste ici sans problème ou en activer une autre. Pour ce qui est de la piste du clergé,
Dans ce cas-ci, j'obtiendrai 2 mouvements sur la carte. Nous allons bientôt parler du mouvement d'ailleurs. Et pour ce qui est de la piste du savoir ou des érudits plutôt, ce sont des points de victoire qu'il est possible de récupérer. Alors c'est un revenu que nous allons récupérer à chaque tour selon les couleurs de dés que nous avons récupérées. À savoir qu'il y a également une espèce de course, à savoir qui sera celui qui terminera dans l'emplacement le plus haut pour chacune de ces pistes. Nous avons des petits jetons comme ceci, des petits cadres qui vont nous indiquer, selon le nombre de joueurs autour de la table, les points qui seront alloués pour le premier joueur, donc celui qui a l'emplacement le plus élevé, va marquer 13 points en fin de partie. Dans une partie à 3 joueurs, le deuxième va marquer 6 points. Et pour ce qui est des parties à 2 joueurs, eh bien, on pourrait également marquer 6 points, mais on devra être à un écart de maximum 3 emplacements du premier joueur. Alors, les valeurs varient beaucoup. Alors ici, on a 13 points pour la première place, 7, 11 ou 9. Celles-ci sont positionnées tout en haut de la piste de façon aléatoire en début de partie. Depuis tout à l'heure, on parle du déplacement sur la carte. À quoi sert ce fameux déplacement? Bien, on se souvient qu'en début de partie, on a sélectionné un des 4 coins de la ville, ce qui nous indique une direction dans laquelle nous serons contraints de nous diriger lorsqu'on aura des déplacements à utiliser. Alors, ceci étant dit, à chaque fois que nous avons un nombre de déplacements, par exemple 3, eh bien, nous allons nous déplacer premièrement en suivant le chemin qui est obligatoire au début de la partie, puis d'un arrêt à l'autre. Alors, si mon déplacement est de 3, je pourrais effectuer 1, 2, 3. Comme ceci. On n'arrête jamais notre déplacement lorsqu'on passe dans un monastère, qui sont les différents emplacements qu'on peut retrouver juste ici. Par contre, dès qu'on a emprunté la route d'un monastère, on peut y placer notre disque, même si on ne s'est pas arrêté dessus, et nous avons immédiatement accès à son pouvoir. Dans ce cas-ci, c'est tout simplement un avancement sur les pistes qui sont illustrées juste ici. Et les autres joueurs pourraient venir ajouter leur disque. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau, ni au niveau des déplacements. Alors, on remarque les petits cercles qui sont tout simplement des arrêts. On doit compter ces déplacements pour s'y rendre. Nous avons différents types de monastères de niveau 1 qui sont placés de façon aléatoire. Il y en a tout plein d'autres. Je pense que pratiquement le double de ce que vous voyez sur le plateau. Et présentement, on voit seulement que la partie supérieure. Il y a également les monastères de niveau 2 et de niveau 3 qui sont plus rares et beaucoup plus puissants, mais également plus éloignés les uns des autres. Alors, à chaque fois qu'on effectue un déplacement, on se déplace comme ceci et on peut alors semer nos jetons dans les différents monastères qu'on rencontre. Et finalement, la phase F est celle de financement d'un voyage. Alors, les joueurs ont la possibilité, s'ils le désirent, de financer un seul voyage par tour à ce moment-ci. Nous avons au total 6 cartes voyage qui ont été placées sur le bas du plateau. Présentement, on en voit seulement quelques-unes. Encore une fois, en suivant l'ordre de tour, les joueurs vont pouvoir réclamer cette destination en payant le coût qui est indiqué. Alors ici, nous avons des devises bien précises et le coût varie selon la carte. Alors pour planifier un voyage à Madeira, un joueur devrait payer 6 pièces d'or et placer son disque juste ici. Les autres joueurs peuvent réclamer ce voyage également, pas de problème. Et nous avons ici des conditions pour obtenir des points en fin de partie. Et une fois que la phase F est terminée, on procède au prochain tour. Donc, le premier joueur va encore une fois brasser les dés, mais juste avant, toutes les tuiles de château vont redevenir disponibles. Nous allons former les nouvelles... le nouveau choix pour chacun des lieux suivants. Et nous allons aussi, je vais simplement mettre quelques cartes comme ceci pour vous donner un exemple, placer
les nouveaux jetons, en fait les mêmes jetons que nous avons vus précédemment, la façon qu'on doit les positionner sur les cartes, c'est tout simplement en regardant chacune des rangées, des colonnes plutôt en commençant vers la droite et on les dépose sur la première carte de cette couleur que l'on rencontre. Alors rien de gris ici, là non plus, là oui, une carte violette, une carte verte. Alors on continuerait comme ça pour toutes les rangées et par la suite on peut procéder à un nouveau tour. La partie se termine après le 4e tour une fois que le paquet de cartes personnages sera épuisé. Par la suite, on procède au décompte final et on doit se préparer parce qu'on a plusieurs choses à comptabiliser. Premièrement, nous avons ce petit état de mémoire qui est bien pratique. Les points attribués pour les cartes voyage dont on vient de parler. Les points attribués selon les personnes qui sont les plus élevées dans les différentes pistes, juste là. Les cartes que nous avons récupérées qui vont nous donner des points à la fin de la partie. Par la suite, toutes les cartes que nous avons en notre possession qui ont des petits brevets sur celle-ci. Alors comme ceci, on consulte les différentes collections. Alors si on a une collection de 3 brevets qui sont différents, nous allons marquer 4 points par exemple. Et finalement, tous nos avoirs restants lors du dernier tour vont être accumulés, divisés par 2 et ça nous donnera ce montant en termes de points. Par la suite, le joueur avec le plus grand nombre de points sera déclaré grand vainqueur. Alors, quelques mots sur mon expérience avec Coimbra. Je vais commencer par dire qu'il y a beaucoup de points positifs avec ce jeu. On commence avec le livret de règles qui est très clair, bien imagé. On a des exemples, même si le livret a l'air plutôt lourd de par son écriture assez petite, c'est facile de s'y référer, de s'y retrouver et même s'il a l'air assez imposant ce livret de règles, les dernières pages sont simplement des aides-mémoires pour nous expliquer les différentes cartes qu'on peut retrouver en cours de partie. Deuxième point, le matériel. Très bien, j'aime beaucoup le look du plateau coloré à souhait là, avec la carte d'un côté, les pistes de l'autre et finalement toutes les cartes qu'il est possible de récupérer qui se placent à côté. Évidemment, c'est un jeu qui prend assez de place quand même sur une table parce qu'on ajoute à ça en plus nos petits plateaux individuels tout le tour et les cartes qu'on a récupérées. Alors plus la partie avance et plus on doit avoir de l'emplacement qui est disponible. Alors ça peut être, ça peut vite devenir restreint là, pour ce qui est de l'emplacement. Mais tout ce qui est matériel, c'est vraiment de la top qualité, les petits jetons comme ça qui sont sculptés en forme de lion. Les socles, ça j'avais bien hâte de voir. Les dés restent à l'intérieur, je peux les retourner, les lancer dans les airs, n'importe quoi, le dé reste coincé. C'est facile à retirer et à placer, mais vraiment très bien fait. À ce niveau, les cartes, merveilleux aussi. J'aime bien le fait que le jeu se veut multilangage, donc on a placé un livret de règles en français et en anglais. Il y a quelques cartes, je dirais approximativement 6 ou 7, qui comportent du texte dessus. Mais on a pris la peine de les traduire dans les 2 langues. Alors vous aurez dans votre boîte environ 6 ou 7 exemplaires de cartes en anglais, mais également en français. Alors on voit juste ici un exemple d'une carte qui a été traduite et les traductions sont plutôt bonnes, là, sont plutôt exactes. On n'a pas de drôle de traduction qui fait aucun sens. J'aime aussi beaucoup le fait qu'on commence la partie avec un petit avantage asymétrique selon les choix qu'on décide de faire. Alors on peut soit décider de commencer un emplacement bien précis pour avoir l'embarras du choix pour ce qui est des monastères sur la carte ou de décider de choisir de nos cartes de départ qui vont nous donner un simple petit avantage, parfois des pouvoirs, en fait des pouvoirs ou des avancements sur les différentes pistes. Alors ça, c'est un bon petit élément de départ que j'aime bien, là, commencer avec pas des habiletés, mais des caractéristiques ou des petits avantages différents les uns des autres, sans que ce soit vraiment débalancé. Alors les cartes de départ sont justement faites pour offrir différentes possibilités, mais ça va également diriger
vos choix au cours des prochains tours. Si par exemple vous commencez la partie avec ces deux cartes qui donnent un avantage lorsqu'on récupère une carte grise et qui donnent un avantage lorsqu'on récupère une carte qui nous demande de payer avec la force militaire, ben ces deux cartes-là mises ensemble peuvent faire de bons combos en cours de partie. J'aime particulièrement le fait que nous avons ces petites tuiles qui sont tellement brillantes pour les parties à 2 joueurs. Ça rend, en fait, je vais donner un exemple facile. Terra Mystica, là, qui se cache juste ici, est un merveilleux jeu que j'aime beaucoup. Mais c'est le genre de jeu où on a des pistes et où est-ce que le premier joueur, celui à être rendu le plus haut, est récompensé. Alors moi, je peux passer plusieurs tours là, à dire, bon, je me suis rendu à la 8e marche de la piste, je vais récupérer 12 points. Et on va récompenser également le deuxième joueur dans une partie à 2 joueurs. Alors, quelqu'un pourrait décider d'avancer d'une marche et d'aller toucher quand même 5 points. Alors, c'est frustrant pour celui qui a pris tout ce temps et toutes les actions pour monter les échelons, alors qu'avec cette petite tuile, on vient régler une partie du problème. On dit dans ce cas-ci que le premier joueur va marquer 9 points et que le deuxième va en marquer 4, mais que pour réclamer ces 4 points, il doit être à un écart maximal de 3 emplacements de la position du premier. Alors, si le premier est à la 9e marche, eh bien, pour pouvoir réclamer ses points, le deuxième joueur doit au minimum être à la 6e marche. Alors, ça vient pas révolutionner le tout, mais ça vient changer la donne pour ce qui est de la répartition des points. J'ai trouvé ça très merveilleux en fait pour les parties à 2 joueurs. J'aime beaucoup le fait qu'on a beaucoup de variabilité là, dans le jeu. Les cartes de voyage, il y en existe tout plein. Pareil pour les monastères, on ne voit pas nécessairement les mêmes d'une partie à l'autre. Les cartes personnages par contre, on va passer à travers le paquet au complet. Alors on va toujours voir à toutes les parties et à toutes les configurations possibles toutes les cartes défiler devant nos yeux, mais évidemment on ne peut pas récupérer tout. Là. Nos ressources sont extrêmement limitées. Il faut faire des choix. On y va avec ce qui est le plus avantageux à ce moment-ci. C'est pas un gros point négatif. En fait, même que le paquet de cartes personnages, c'est un peu comme notre chronomètre avant la fin de la partie. Gros point négatif. Point qui, selon moi, pas alourdit le jeu, mais rend le jeu un peu anticlimatique dans un sens, c'est le décompte final. Il y a tellement de choses à compter qu'on s'y perd, puis on a quasiment le goût de décrocher lorsqu'on arrive au décompte. Là, on a les fameux points de voyage. Alors là, on consulte qui a mis des jetons ou on comptabilise combien de points ça donne. On commence à avancer nos jetons. Après ça, on regarde ces fameuses tuiles. On regarde si toutes les conditions ont été respectées. On donne encore des points. Toutes les cartes de fin de partie s'activent à ce moment-là. Alors, on consulte ce qui est demandé. On donne encore des points. Par la suite, ben là, il faut récupérer nos cartes de personnages, vérifier si on a des espèces d'emblèmes. Mais ça, c'est toujours le point que tout le monde oublie, qu'on peut récupérer des points d'emblème. C'est comme si ça avait été ajouté à la dernière minute. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner pour faire encore plus de points? Ah oui, on va mettre des sets de collection sur les cartes. Et là, pour moi, c'est facultatif. Là. Ça n'aurait pas eu sa place, puis le jeu aurait été pas mauvais pour autant. Là. Je veux dire, c'est pas justifié d'ajouter ça en plus de tout ce qui nous donne des points. Puis à la fin, ben, on additionne tout ce qu'on a encore comme ressources, on divise ça par 2 pour faire des maths en plus. Et on additionne ça à tous les points qu'on a accumulés en plus pendant la partie. Et là, on a notre décompte final. Alors, c'est long. C'est trop long pour rien. C'est vraiment mon gros bémol avec le jeu. Mais somme toute, ça reste un excellent jeu que j'aime beaucoup personnellement. Là, entre Coimbra et Lorenzo il Magnifico, il y a beaucoup de ressemblances. C'est 2 jeux totalement différents. Là. Leur présence est justifiée dans votre collection, mais je ne saurais pas lequel choisir parce qu'ils ont évidemment leurs différences. Alors voilà ce que j'avais à dire sur Coimbra. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.